Le ministère de l'aménagement du territoire est un ministère pluridisciplinaire, proche du secteur de développement en République démocratique du Congo. Quelles sont les nouvelles choses qui ont été faites dans ces ministères? Quelles sont les réformes qui ont été faites les 3 dernières années? On en parle au cours de ce numéro spécial qui reçoit pour vous le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Luando Mboyo. C'est lui notre invité. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Monsieur le ministre d'État, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment allez-vous? Ça va, très bien, merci. D'entrée de jeu, j'aimerais vous poser la question de savoir quel est le rôle du ministère de l'Aménagement du Territoire dans le gouvernement de la République. Oui, le rôle de l'aménagement du territoire, mieux les attributions, parce que c'est ça les termes appropriés, oui. C'est celle qui lui est reconnue, conformément à l'ordonnance portant attribution des ministères, en son article 1er, point B, point 13, où il est repris ce qui lui est conféré comme fonction, comme pouvoir, les attentes qu'il y a autour de ça. En termes plus clairs, parce que les attributions c'est plus technique, c'est juste pour permettre à ce que nous puissions avoir un territoire national qui est bien aéré dans le cadre de la gouvernance territoriale. C'est l'aménagement qui s'occupe de l'affectation des espaces, la nature de cette affectation, la manière qu'il faut utiliser l'espace physique de notre pays. Là, je parle de 2 345 000. L'ensemble du territoire national. Le 2 345 410 km². Les affectations, les orientations qu'il faut donner à cela. Vous l'avez si bien dit dans votre introduction, la pluridisciplinarité du secteur de l'aménagement qui touche un peu beaucoup de secteurs. L'environnement, l'agriculture, les mines, le développement rural, l'urbanisme et habitat, l'énergie, les transports, l'urbanisme et habitat, les infrastructures, l'intérieur. Vraiment, c'est un secteur qui est transversal, comme le mot le dit. Mais en résumé, l'aménagement a pour rôle la planification qui doit concourir à une meilleure utilisation, à une meilleure affectation de l'espace physique de notre pays. Comment, par l'aménagement du territoire, comptez-vous apporter votre pierre? Vous savez, M. Guy Luando, que la RDC a vraiment besoin du développement, besoin d'infrastructures. Alors, comment comptez-vous mettre aussi, placer votre part pour l'accélération du développement de la RDC? Il est vrai que le Congo, notre pays, est déjà engagé dans beaucoup d'initiatives, que ce soit dans le cadre de l'atteinte des ODD, les objectifs de développement durable, que ce soit dans le cadre de PNSD, le Programme national stratégique de développement, qui est un programme qui va d'ailleurs être revu dans les jours à venir à travers cette initiative du ministère du Plan, pour permettre à ce que le développement puisse être au rendez-vous au sein de notre population. Et donc, l'aménagement du territoire concourt également à ce qu'on appelle le développement durable. La durabilité qui suppose la résilience dans l'utilisation, dans les activités qui sont menées sur l'ensemble du territoire national. Et nous intervenons également dans le cadre de REDD+, le processus de réduction des effets liés à la déforestation et à la dégradation. C'est l'un des piliers très importants, l'un des axes très importants dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Et donc, la finalité de l'aménagement du territoire, comme j'ai dit, dans la gouvernance territoriale, c'est d'avoir un territoire où il fait beau vivre, où les hommes, les femmes et les activités sont répartis sur l'ensemble du territoire national de manière cohérente pour permettre à ce que le développement, au vrai sens du mot, l'épanouissement humain, que nous ayons un territoire où il fait beau vivre, un territoire aménagé, un territoire aéré, un territoire qui répond aux normes de la durabilité, un territoire fréquentable, un territoire où tout le monde a sa place, et non pas un territoire qui subit une sorte de sauvagerie dans les actions à mener, dans les initiatives privées, dans les projets qui y sont implémentés, mais que tout se fait dans un cadre bien réglementé. C'est ça l'objectif poursuivi dans le cadre de l'aménagement du territoire,
qui est d'ailleurs le pilier numéro 3 du programme d'action du gouvernement. Vous savez, le programme qui a été validé par l'Assemblée le 12 juin, lequel programme, il y a pour la... Vous savez, le programme du gouvernement, c'est toujours pluriannuel. Oui. Là, on vient de déposer, Madame la Première ministre a été à l'Assemblée il y a quelques jours pour déposer la loi de finances 2025, qui n'est que l'expression chiffrée de ce qui a été décliné en termes de programme, en termes de priorité, conformément à la vision du chef de l'État. Le 27 avril 2021, Maître Guy Luando arrive à la tête du ministère de l'Aménagement du Territoire comme ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire. Quelles sont les réformes que vous avez apportées depuis que vous êtes à la tête de ces ministères? Alors, quand vous arrivez à la tête d'un ministère, la première chose qu'on fait, c'est un état des lieux. Pour savoir ce qui a été fait avant vous, parce qu'on ne réinvente pas la roue. Évidemment, vous allez apporter du tonus, vous allez apporter du sang selon votre imagination, mais attention, conformément à la vision du chef de l'État. Parce que c'est lui qui a été élu au suffrage universel direct par la population. Lorsqu'il est allé en campagne, il a promis des choses. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et lorsqu'une majorité est identifiée, ça c'est conformément à notre constitution, la personne à qui on confie la mission, soit d'abord de l'informateur, c'est-à-dire d'identifier les partis qui arrivent en tête en termes d'élus dans la chambre basse. Ensuite, il y a le formateur, qui n'est rien d'autre que le chef du gouvernement, le premier, ou en ce qui nous concerne actuellement, c'est la Première ministre. Et ils ont l'obligation, pour être investis, parce que la Constitution, vous savez, nous sommes dans un régime où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Non, l'Assemblée nationale. Oui, l'Assemblée nationale, oui. Oui, c'est l'Assemblée qui a investi le gouvernement. C'est l'exécution auquel nous on s'est livré le 12 juin. Et donc on y est là, vous allez avec un programme. C'est dans ce programme du gouvernement, conformément à la vision du chef de l'État, que les sectoriels, c'est pas pour rien qu'un gouvernement est réparti en termes de ministères. Chaque ministère a des missions qui lui sont confiées. Voilà pourquoi nous signons ce qu'on appelle les lettres de mission, où on vous dit, voici vos assignations. Et de ces assignations, vous apportez votre imagination. Et nous, quand on est arrivé, on a fait notre état des lieux. Nous avons trouvé que le secteur de l'aménagement était dans un processus de réforme qui avait commencé depuis 2017, mais dont l'aboutissement a commencé avec l'avènement du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de notre pays, avec la PNAT, la politique nationale d'aménagement du territoire, qui a été adoptée en Conseil des ministres, parce qu'il y avait l'absence totale du cadre légal et du cadre institutionnel de l'aménagement du territoire. Okay. À part le décret de 1957 sur l'urbanisme, il n'y avait pas un autre cadre légal et réglementaire du secteur de l'aménagement. Et donc nous avons tout de suite accéléré ce processus de l'aménagement qui, au-delà du financement du trésor public, il y a l'appui du partenaire qu'on appelle CAFI, qui n'est rien d'autre que l'initiative de protection des forêts d'Afrique centrale, qui appuie à travers PNUD, le Programme national pour le développement, qui est l'agence d'exécution. Nous avons accéléré, en tout cas, ce processus qui a permis à ce que le gouvernement puisse doter le pays d'une loi. Vous avez suivi moi-même, le 26 octobre, j'ai été à l'Assemblée nationale, oui, 2021. Oui, pour présenter l'économie, ça a été adopté. Il y a eu des navettes parce que les députés avaient estimé qu'il y avait la problématique de la constitutionnalité de cette loi. C'est parti à la Cour constitutionnelle sous R. 1888. La Cour constitutionnelle a déclaré cette loi constitutionnelle, c'est revenu, et puis c'est parti au Sénat, et toutes les navettes, et puis ça a été envoyé au chef de l'État, mais il y a eu quelques réglages au niveau formel. Ce sont des réglages qui se font maintenant entre le Parlement et l'institution présidentielle de la République pour qu'enfin cette loi soit promulguée. Donc ça, c'est une très grande nouveauté. Ça veut dire que 67 ans après, on va couvrir l'absence de ce cadre légal qui n'existait pas. Ça, c'est encore une fois grâce au leadership de son Excellence, M. le Président, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Troisièmement, il fallait permettre au pays de se doter de ce qu'on appelle le SNAT, le Schéma national d'aménagement du territoire, qui n'est rien d'autre que SNAT, un master plan. Ça veut dire que comment on voit les 2 345 410 km², son aménagement en termes des aires protégées, en termes des activités agricoles, en termes des activités minières, en termes de logements sociaux, en termes des infrastructures socio-économiques de base. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des routes à rajouter? Des routes en termes de voirie urbaine, des routes d'intérêt national, des routes... Voilà pourquoi nous, l'aménagement, nous appartenons au pilier numéro 3 du programme d'action du gouvernement, le PAG 2024-2028, qui s'appelle Aménagement du territoire et connectivité maximale. Voilà. Où est-ce qu'on peut construire de nouveaux aéroports? Les aéroports, ça ne se construit pas n'importe comment. Oui. Ces infrastructures socio-économiques de base se construisent sur base d'une planification en amont.
Voilà pourquoi il y a toujours des réserves qu'on établit pour dire plus tard, si on atteint telle démographie, c'est pour ça que dans d'autres pays aujourd'hui, si vous allez trouver qu'ils font des trains, des passages souterrains, mais vous allez vous demander, mais pourquoi ces trains ne passent qu'aujourd'hui? Oui, ça a été planifié comme ça depuis la nuit des temps. Dès qu'on construisait la ville, on avait créé plus tard, quand la démographie va augmenter, on aura un besoin additionnel, nous devons augmenter la capacité en termes de transport en commun. Et donc, ces schémas-là, cette approche pour une occupation ordonnée du territoire national, ça c'est l'aménagement du territoire. Et donc, il fallait doter le pays du SNAT, mais il y avait 2 études capitales qu'il fallait obtenir en amont. Il y avait 2 livrables. Il y avait le capital forestier. On est aujourd'hui dans les enjeux sur le climat. Là, nous allons aller en COP 29 à Azerbaïdjan. Mais tous ces enjeux du climat, on n'avait pas une idée claire de toutes nos potentialités en termes de foresterie. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été complète. Nous avons une feuille de route déjà établie. Dans la foresterie, dans les questions liées à l'environnement, nous avons une étude qui nous donne de manière précise ce qu'on appelle notre capital forestier. Ça nous permet maintenant d'aller dans les enjeux liés aux finances vertes, dans les enjeux sur les crédits carbone, en connaissance des causes de nos forêts. Et nos forêts absorbent quelle quantité de CO2. Parce que la grande question, c'est les tourbières que nous avons chez nous. Vous savez, on nous appelle pays solution. Il y a des pays qui polluent l'atmosphère et il y a des forêts qui absorbent ces gaz d'effet de serre. Et nous, le bassin du Congo autant que l'Amazonie, nous avons chez nous le poumon qui est un poumon extrêmement important dans le cadre des enjeux sur le climat. Et donc nous avons ces livrables-là qu'on appelle le capital forestier. Un deuxième livrable que nous avons pu faire depuis que nous sommes à la tête de ce ministère, c'est le livrable sur le potentiel agricole. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a très bien dit, il y aura la revanche du sol sous le sous-sol. Absolument, ça va passer par l'agriculture. Nous avons la politique nationale d'agriculture, mais il fallait aussi une étude sur le potentiel agricole. Ça veut dire qu'on a fait une étude sur l'ensemble du territoire national. Nous avons une typologie, nous avons un livrable que nous avons pu obtenir depuis que nous sommes là, à travers l'initiative avec les CAFI, évidemment avec le PNUD, mais ça c'est l'aménagement du territoire. Nous avons ce livrable qui va déboucher maintenant pour qu'on élabore les SNAT, les schémas nationaux d'aménagement du territoire. Un 4e livrable que nous avons pu obtenir pour que nous sommes là, c'est les guides méthodologiques. Parce que j'ai parlé du plan national, mais chaque province doit être dotée d'un plan provincial d'aménagement du territoire. Et ainsi que les ETD, les entités territoriales décentralisées. Et aussi doivent disposer de ce qu'on appelle le plan locaux d'aménagement. Mais on n'élabore pas ça n'importe comment. Il faut une orientation. Et cette orientation découle d'un outil de planification qu'on appelle les guides. Ça aussi, nous avons doté notre pays. D'où, par exemple, vous avez la ville province de Kinshasa, dispose de ce qu'on appelle les SOSAC, les schémas d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, qui est un PPA, un plan provincial d'aménagement du territoire. Ces guides existent. Et aujourd'hui, sur les 26 provinces, il y a à peine 4 provinces qui ont des PPA. Et nous sommes entrés dans le cadre d'un programme que nous avons lancé qui s'appelle le PAGES, le programme d'aménagement et de justice sociale. Parce qu'on a trouvé dans le cadre de l'aménagement, on a fait un état des lieux. Il y a certaines provinces qui ont plus d'infrastructures que d'autres. Vous allez trouver par exemple la ville province de Kinshasa. Aujourd'hui, d'après les rapports de notre collègue du ministère des Infrastructures, il y a près de 1000 km de routes asphaltées. Que pour Kinshasa, 1000. Alors qu'il y a des provinces, il n'y a même pas 1 mètre d'asphaltage. Alors pour essayer d'équilibrer les choses. Conformément, vous savez, nous avons ce qu'on appelle la caisse de péréquation qui doit aussi s'opérationnaliser. Mais nous, comme aménageurs national, nous avons une idée claire pour dire telle province, il y a des trains, mais pourquoi il n'y a pas de trains dans tel autre endroit? Ici, nous avons des bus Transco, mais pourquoi? Cet équilibre, pour veiller à réduire ces inégalités, c'est l'air ligne de priorité du chef de l'État. Il a si bien dit, parmi ses priorités, c'est protéger le pouvoir d'achat de la population à travers les contrôles de taux d'échange, la problématique des prix des biens et des services, la problématique de créer des emplois. Et nous avons imaginé ce PAGES qui va entrer en évidence. Vous avez également suivi, lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État, dans sa communication, est revenu sur la problématique de la qualité des infrastructures où travaillent les agents et fonctionnaires de l'État. Il est parti du constat lors de son dernier passage à Kisangani. Il a dit qu'il a été visiter certains bureaux de l'État, mais les conditions dans lesquelles travaillaient les agents et fonctionnaires de l'État n'étaient pas appropriées. Donc il a instruit le VPM de la fonction publique, moi-même, le ministre d'État de l'Aménagement, le ministre d'État des Infrastructures, et le ministre des Finances du Budget pour se pencher sur cette question, pour réduire tant soit peu. Améliorer les conditions. Oui, et il avait déjà commencé. Vous vous rappelez, il y a un travail qui a été fait au niveau des territoires, à travers le PEDEL,
145 territoires. Ça, il y avait des composantes. Il y a la composante 1 qui consistait à construire des écoles et des centres de santé. Et ça, c'est au niveau des territoires. Et ça, c'est au niveau du territoire. Oui. Voilà. Et nous attendons la composante numéro 2 qui va commencer, qui va toucher les routes de recettes agricoles, qui va toucher tout ce qui est énergie renouvelable en termes de l'énergie photovoltaïque, créer des centres d'intérêt, booster l'agriculture. Mais ça, c'est au niveau du territoire. Mais le chef lui-même a constaté, en pleine ville de Kisangani, qui est une ville, qui est une ETD, vous savez, les villes comme les communes sont des ETD, donc il a dit non, il faut réduire ces inégalités. Et donc nous avons pensé dans le cas de PHS pour pouvoir combler ces inégalités ensemble avec nos autres partenaires. Nous avons également dans nos attributions ce qu'on appelle l'évaluation des ressources naturelles du sol et du sous-sol du Congo. Et nous avons permis à ce que le ski sur la noire des ressources naturelles, pour que l'on sache. Vous avez suivi, lorsque on a ramené la dent de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, il y avait la question de rapatrier aussi nos richesses culturelles avec la Belgique. Et il y a beaucoup de choses qui étaient consignées là-bas, que ce soit dans la bibliothèque de Tervuren. Mais ces richesses, il faut les évaluer. Aujourd'hui, nous avons le musée. Nous venons d'avoir l'Institut, les centres régionaux culturels qui a été érigé juste en face du Palais du Peuple. Voilà, toutes ces richesses-là, que ce soit culturelles, que ce soit touristiques, il faut les évaluer et les consigner dans un document qu'on appelle l'annuaire. Et ça, c'est un travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Aménagement du Territoire. Aujourd'hui, nous avons cette esquisse, c'est sur financement du gouvernement. Il y avait l'absence d'un cadre institutionnel. À part l'aménagement, comme j'ai dit, parce que l'aménagement a connu un peu un parcours assez long. Zigzagué. Oui, il a été une direction au sein des infrastructures, une direction au sein de l'urbanisme. À un moment donné, même à la décentralisation, à l'époque, c'était la DECAT, le ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Et toutes ces navettes n'ont pas permis à l'aménagement de jouer son rôle. Jusqu'à ce que c'est la Constitution de 2006, en son article 203, qui a vraiment affirmé le ministère de l'aménagement comme un département. Et donc, l'absence de cadre institutionnel nous a permis aujourd'hui, nous avons l'ANAT, l'Agence nationale d'aménagement du territoire, nous avons le FONAT, le Fonds national d'aménagement du territoire, nous avons opérationnalisé l'ONAT, l'Observatoire national d'aménagement du territoire, qui est en fait l'équivalent de l'OVG, l'Observatoire volcano de Goma, qui, cet observatoire s'occupe des activités sismiques, c'est-à-dire l'activité des volcans. Mais l'ONAT, conformément à la loi, est constitué de ce qu'on appelle les OPJ à compétences restreintes. Ils auront pour rôle de veiller qu'un espace qui a été affecté pour l'agriculture, eh bien, il faut qu'on organise dans cet endroit qu'une activité agricole. On ne peut pas prendre un espace qui a été affecté pour une activité agricole, en faire une activité industrielle. Le respect des affectations des espaces, le respect de la planification, le respect des outils de planification, dont le PPA, le plan provincial d'aménagement, ou le SNAT, ça sera assuré par cet organisme qui est constitué des experts dans tout ce qui est études de vulnérabilité des sols. Vous savez, tout ce qui est comme catastrophes naturelles, des érosions. Les gens y construisent sans qu'il y ait une cartographie en termes de zonage pour savoir, attention, la fragilité de tel espace. Ici, on ne peut pas construire un immeuble. Les zones non édifiantes, dit là où... Au-delà des zones non édifiantes, il y a aussi des zones qu'on peut construire, mais il y a des types précis des matériaux à utiliser. Des matériaux à utiliser et des constructions à y ériger. Oui. Il y a des espaces où il faut faire juste des résidences. Oui. Parce qu'il faut tenir compte, il faut tenir compte de la typologie des terrains, il faut tenir compte de la spécification, il faut faire des études en amont. Les maisons basses. Mais tu vas voir qu'il y a une maison qui a été affectée juste pour une maison basse à cause de la fragilité du sol. Quelqu'un qui va aller faire un immeuble à 20 niveaux. Oui, ça va. Bon, c'est normal. Lui, il est allé aux affaires foncières, il a fait sortir un contrat de location, il a mis une mise en valeur appropriée, il a sollicité un certificat d'enregistrement, il a payé ses droits dus à l'État, il a pris sa quittance ou sa note de perception, il s'est acquitté. Il part au ministère de l'urbanisme, il sollicite un permis de construire, il constitue son dossier, il va aller déposer au GUS, guichet unique qui traite ces questions de permis de construire. Tout ça, que ce soit les affaires foncières, que ce soit l'urbanisme, ils n'ont pas la connaissance en termes d'affectation ou l'utilité de ce qui a été prévu pour cet espace-là. D'où l'aménagement qui doit intervenir en amont pour réguler. Nous sommes vraiment des arbitres pour dire non, non, non. Avis de conformité. Maître Guy Londo. Mais vous avez compris un peu tout ce qu'on a pu réaliser. Il y en a tellement de choses. Il y en a tellement, je comprends. Depuis que nous sommes à la tête de ces ministères. Je comprends la volonté, c'est bien. Je salue tout ce que vous faites. Mais ma question est celle de savoir, Maître Guy Londo, quand est-ce que, c'est-à-dire en termes de durée, en termes de période,
Quand est-ce que le Congolais lambda va commencer à sentir tout ce que vous présentez comme réforme? Parce que là, je vois, c'est encore au niveau du papier. Non, non, non. C'est pas encore, c'est déjà en train de se matérialiser. Ah bien, absolument. C'est parce que vous ne m'avez pas suivi. Je vous donne un cas pratique. Aujourd'hui, nous avons été visiter la rocade, le projet de rocade de Kinshasa. Sud-Est et l'autre qui va aller vers Sud-Est. Aujourd'hui, les aménagements qui vont se faire autour de cette rocade-là. La rocade, il faut le dire, ça a été fait conformément au SOSAC. Parce qu'il y avait un plan d'extension de la ville-province de Kinshasa pour éviter les congestionnements. Et donc, vous m'avez certainement suivi. J'ai été avec mon collègue. Oui, j'ai suivi. Vous étiez avec sur terrain, vos collègues des ministères sectoriels concernés par la question, pour que nous puissions faire de cet espace de la rocade ce qu'on appelle des espaces d'occupation réglementés. Ça veut dire que nous allons produire une cartographie, une planification pour dire où est-ce qu'on veut avoir des stations d'essence, où est-ce qu'on peut avoir des aires de repos, où est-ce qu'on peut avoir des hôtels, des zones, des écoles, des zones industrielles, où est-ce qu'on peut faire l'agriculture. Ça, sur des plans pratiques. Dans les jours à venir, vous allez constater c'est quoi l'aménagement uniquement d'abord. On va expérimenter ça. Sur la rocade. Sur la rocade. Parce que les autres espaces, il y a un travail à faire. Au-delà de la loi que je vous ai dit. Vous avez trouvé déjà du désordre. Oui, donc mais non, non, c'est pas tellement compliqué. On aura une approche. Oui. Nous avons été, par exemple, dans un pays, un pays ami, qui est l'Angola, où ils ont été bités au même problème comme nous. Il y avait des bidonvilles, comme, vous savez, on en a tellement ici comme ça. Mais il y a une approche en termes de politique publique, où on exproprie. Il faut d'abord construire de nouveaux logements, où on va relocaliser. Évacuer les gens, voilà. Et puis, pour détruire. Voilà, on va détruire pour faire de vrais bâtiments, des logements sociaux, mais dans le sens de l'aménagement. Donc, pour ne pas attaquer, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi finir, c'est important. Pour ne pas d'abord, vous allez poser votre question, parce qu'apparemment, il n'y a que vous qui avez le monopole de questions. Et nous, on est là juste pour répondre. Donc, je vais me livrer à cet exercice. Mais laisse-moi expliquer à la population. Mais je voudrais enchérir ce que vous dites là. Non, mais vous avez tout le temps. Laisse-moi juste expliquer que c'est un problème d'option de politique publique. Au lieu d'aller vers ce qui peut créer des remous, parce que si je veux commencer à faire déplacer les gens, alors qu'on n'a pas encore construit, il y aura des remous, il y aura des tensions sociales. Donc je préfère aller, vous avez vu la rocade, les occupations sont encore vierges. Donc nous avons encore le moment d'implémenter la vision du chef de l'État dans cet espace-là, pour que quand on parle d'aménagement, pour celles et ceux qui n'ont pas encore été en dehors du pays, vous savez, parce qu'ailleurs, même vous, quand vous prenez l'avion, lorsqu'on vous annonce l'atterrissage dans une ville, vous voyez comment les rues, vous voyez comment les avenues, tout est bien agencé. En termes de hauteur des bâtiments, tu ne vas pas avoir des bâtiments comme ici maintenant à la Gombe, où il n'y a plus de vie. Vous savez, il n'y a plus d'intimité. Si vous avez une maison basse, à côté de vous, il y a un immeuble. Voilà, ça c'est une occupation désordonnée. Mais l'aménagement aujourd'hui, comment je peux aller faire suspendre des travaux d'un chantier, il va me produire son permis de construire. Mais moi je veux lui dire, vous n'avez pas l'avis de conformité. Est-ce que vous avez respecté le SOSAC? D'où l'absence de la loi sur l'aménagement nous met en paix en recul, mais je sais que très bientôt le chef de l'État va promulguer cette loi et qui va se mettre en application immédiatement. Et là, les Congolais, quand on va maintenant produire notre veto de l'avis de conformité, il n'y aura plus rien qui va se faire sans que l'aménagement puisse valider que tel ouvrage, tel projet, telle activité correspond au plan de la ville ou de l'ETD ou du pays, conformément aux outils de planification spatiale. J'étais en train de dire, monsieur le ministre d'État, sur l'aspect des logements sociaux. Nous avons vu la construction des logements sociaux à Kinshasa. Aujourd'hui, je vais citer Kinoasis, par exemple, à Bandal. Il y a d'autres sites, même au niveau des Maluku, mais ce n'est pas à la hauteur du revenu des Congolais. Les Congolais lambda n'ont pas le moyen de s'octroyer ces appartements qui coûtent très cher, on doit se le dire. Et vous le savez, vous êtes un Quinois aussi, bien informé, je vous connais, vous êtes bien informé par rapport à ça. Est-ce que vous avez pensé, monsieur le ministre, aux fonctionnaires de l'État qui n'ont pas un grand budget pour s'acheter une maison à 100 000, 200 000 $, par exemple? Alors, votre question correspond à la priorité du chef de l'État, où il a dit la protection du pouvoir d'achat. Le chef a été clair. Quand il a promis les choses au Stade des Martyrs le 20 janvier, il y a une de ses priorités qui dit protection du pouvoir d'achat de la population. Donc votre question correspond à ça. Lorsque le chef dit le rôle du gouvernement, c'est de mettre en place des programmes
pour matérialiser cette vision, cette volonté exprimée du chef de l'État. Pourquoi il l'a dit? C'est lorsqu'il a fait la tournée du pays, lorsqu'il a été en contact avec la population, partout on l'a accueilli, il y a des choses, vous savez, Il a vécu, hein? Il a vécu, il a passé les micros aux populations, parce que vous savez, ici, comme chef de l'État, il y a des protocoles à observer, mais à la campagne, il a été aux côtés de la population. Il recevait des délégations. Voilà, et puis il ressort de la campagne, après qu'il ait obtenu 13 millions de voix, il faut les rappeler, plus de 70% des suffrages qui a été exprimé lors de ce scrutin, et puis il dit protection du pouvoir d'achat de la population. Très important. Très important. Maintenant, c'est le gouvernement. Maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir, dans les jargons actuellement, on parle de logements à prix abordable, voilà. Pas de logements sociaux. Ça, c'est un peu un terme qui est... C'est la nuance qui différencie l'ancien et le nouveau. Oui, le prix abordable, okay. Qui tient compte du pouvoir d'achat de la population, qui tient compte du système financier. Et vous avez suivi qu'il y a tout un programme et un projet qui a déjà commencé après l'aéroport de ces logements, oui. Qui a une réponse à la promesse du chef de l'État lorsqu'il y a eu des cas d'éboulement et de morts sur la route de Matadi. Oui. Le chef de l'État avait promis la construction de 1500 logements, oui. À prix abordable. On était avec vous, avec le chef de l'État. Absolument. Et ça, c'était un samedi. Il a déjà répondu à cette préoccupation après l'aéroport. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, le projet est en cours. Maintenant, pour répondre à votre question, ça, c'est maintenant le rôle du gouvernement. Les quelques projets que vous avez cités, ça, c'est des projets privés. Que ce soit Oasis, ça, ce sont des individus qui ont acquis un lopin de terre. Qui dit individu, dit les lucres, pour lui se faire des dividendes, faire le but. Mais ce n'est pas nous, parce que l'État vise l'intérêt général. Alors, mon collègue, le ministre de l'Urbanisme, que je vous demande de recevoir sur votre plateau, il va vous expliquer, parce que c'est de son secteur qu'il s'agit, il pourra vous donner des détails des politiques publiques que lui, il a déjà prévues, conçues, avec des partenaires financiers, avec certains partenaires dans le cadre de PPP. Vous savez, notre pays, nous avons toute une loi sur le partenariat public-privé. Là, je vous convie de rencontrer mon collègue de l'urbanisme. Monsieur Crispin Mbadou. Oui, et il a toujours été disponible. Oui, on viendra. Il pourra vous expliquer de manière plus détaillée comment le gouvernement compte préserver le pouvoir d'achat de la population, qui est une priorité du chef de l'État, mais dans le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Mais je vous préviens qu'il y a de très bonnes nouvelles. Quand vous allez les rencontrer, on vous donnera plus de détails. Maître Guy Luando, vous avez présenté beaucoup de réformes, beaucoup de choses que vous avez faites. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il faut dire que les réformes structurelles, ça prend du temps. Et le chef de l'État a hérité d'un pays où dans beaucoup de secteurs de la vie nationale, il n'y a pas d'études. Donc, vous voulez commencer un projet, vous êtes bloqué. Il n'y a pas d'études. Ben oui. Il n'y a pas d'études. Les études, ça prend une année, ça prend 2 ans, et c'est lourd. D'où les réformes structurelles, ça prend plus de temps. Ça, c'est une des difficultés majeures. Même s'il y a des études dans certains secteurs, mais ils ne sont pas actualisées. Parce qu'il y a des études qui datent de 1980, de 1990. Oh, la situation change. Complètement, en termes démographiques, oui. En termes de structurels. Et donc, la première difficulté, c'est l'absence de données, des études bancables, dans des secteurs qui requièrent une intervention immédiate de la population. Un autre handicap, vous savez bien, quand le chef de l'État arrive, il trouve un pays où les gens n'ont même pas un numéro d'identification nationale. On dit qu'on est à 100 millions, peut-être on est déjà à 120, 130 millions. Mais tout de suite, le chef de l'État a instruit son gouvernement, à travers le ministère de l'Intérieur, pour faire ce qu'on appelle l'unification des données de la population. Après l'enrôlement de la CENI a mis les données à la disposition de l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, ensemble avec l'INS, l'Institut national des statistiques, pour qu'on puisse produire les chiffres réels de la population, qui tient compte du taux de natalité, qui tient compte de mortalité. Absolument. Et c'est sur base d'une évaluation claire de la densité de la population qu'on peut maintenant calquer des politiques publiques qui répondent. Parce que si vous voulez créer, je donne un cas, des transports en commun pour Kinshasa, mais vous tablez sur 10 millions de personnes. Alors que nous sommes à 20 millions, il y aura un déficit. Vous savez, la loi de l'offre et de la demande, quand l'offre est plus grande, eh bien, ça impacte. Oui, beaucoup sur le marché. Sur le marché. Et donc, le chef d'État l'a hérité. Et voilà, tout de suite, lorsqu'il a constaté cette difficulté, il a commencé à résoudre ça avec la problématique d'identification de la population, avec l'unification des données de la population, qui aura une incidence sur le plan fiscal, sur le plan parafiscal, parce que, vous savez, je suis un peu beaucoup la population qui est très exigeante, c'est tout à fait normal. C'est normal. On veut ça, mais ils ne savent pas que tout ce qu'elle réclame, il y a une incidence budgétaire.
Aujourd'hui, il y a un budget très ambitieux qui a été présenté au niveau du gouvernement. Mais c'est parce que peut-être vous ne communiquez pas aussi assez. Quand vous communiquez comme ça, la population va comprendre que non, voilà. Mais quand il y a un silence, parce que le silence, c'est aussi un moyen de communiquer. Parce que vous savez, quand dans le programme du gouvernement, comme j'ai dit, le pilier numéro 3, oui. Aménager le territoire national, on vit d'une connectivité maximale. Quand le gouvernement dit ça, conformément à la vision du chef de l'État, il faut chiffrer ces piliers-là, ces programmes-là. Les chiffrer, c'est comme on venait de faire, l'exercice auquel Madame la Première ministre est livrée, on a là au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, nous avons une loi de finances. Cette loi, vous avez les prévisions, où on dit, on doit mobiliser, ça ce n'est qu'une prévision, 18 milliards de dollars. L'équivalent en francs congolais, en dollars américains de 18 milliards. Et nous projetons des dépenses équivalentes, parce qu'il faut toujours veiller sur l'équilibre budgétaire. Mais si la population n'est pas avec nous dans la mobilisation, dans la culture des impôts, ça veut dire, quand tu importes ton bien, un véhicule qui arrive à Matadi ou à la frontière, on te fait une déclaration. Mais là où tu dois payer 10 dollars, toi tu veux payer 1 dollar, tu veux corrompre l'argent 1 dollar, et tu fais perdre à l'État 8 dollars. Donc les 18 milliards que nous attendons à la fin, ça va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Conséquence, tout ce qui était prévu comme dépenses, ça ne sera pas fait. Ça ne sera pas fait. Alors quand nous allons venir, toujours encore une fois, vous avez vu, le ministre du Budget, le ministre des Finances, ils s'étaient rendus encore à l'Assemblée dans le cadre de ce qu'on appelle la loi de reddition des comptes. La reddition des comptes. Il faut aller maintenant rendre compte aux élus du peuple pour dire, j'étais devant vous, le gouvernement, vous nous avez autorisé d'aller mobiliser et à dépenser ça. Voilà tout ce que nous avons pu mobiliser, voilà tout ce que nous avons pu réaliser comme programme, parce que soit les moyens n'ont pas suffi, parce que vous savez, dans notre pays, nous dépensons aussi basse caisse. Il faut que les gens le sachent. Pour que nous puissions dépenser dans notre pays, il faut que la DGI mobilise, il faut que la DGRAD mobilise, il faut que la DGDA mobilise, il faut que nous ayons ce qu'on appelle les appuis budgétaires, que nous négocions des programmes avec le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale. Vous savez, actuellement, il y a une délégation du FMI qui est là pour négocier un nouveau programme. Et après que mon collègue, le ministre d'État du Budget, a été à Washington récemment avec le ministre des Finances. Voilà. Et il faut que les gens comprennent tout ça là. Vous soyez exigeants, oui. On veut bien avoir des routes. Si on avait des moyens conséquents, mais attends, qui est ce chef de l'État après qu'il ait obtenu plus de 70%? Il va refuser pendant qu'il a l'argent dans la caisse de l'État, donc à la Banque centrale. Et comment il va refuser de construire des routes? Mais il y a ces contraintes-là. Ça dépend également des plans de trésorerie. Parce que, vous savez, c'est comme une forme d'entonnoir. Les demandes sont telles que, vous savez, dans la chaîne des dépenses, il y a l'engagement. L'engagement, c'est l'autorité budgétaire, disons, l'autorité contractante. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le cadre des marchés publics. L'autorité contractante, qui peut être moi, si j'ai des crédits disponibles, l'aménagement du territoire, j'engage la dépense conformément à ce qu'on appelle le PEG, le plan d'engagement budgétaire. Mais après l'engagement, il y a une étape importante qu'on appelle la liquidation. Ça, c'est au niveau du budget. Le budget doit vérifier la disponibilité des crédits conformément à la dépense que tu as engagée. Si le budget de l'État de cet exercice-là, que ce soit le budget de rémunération, le budget d'investissement ou dans les budgets annexes, s'il y a des crédits correspondant à la dépense que vous avez sollicitée. Dès qu'on trouve qu'il y a des crédits, on ouvre un dossier. Votre lettre d'engagement, ou ça dépend, vous avez fait un marché de gré à gré ou des marchés par appel d'offres, peu importe. Quand il vérifie, il attribue un numéro. Après, ça va maintenant au niveau de finances, on attribue ça ce qu'on appelle les DTO. De ces DTO, le dossier doit aller maintenant au niveau des finances, au niveau du Premier ministre pour faire ce qu'on appelle l'ordonnancement. Donc, l'engagement, la liquidation au budget, l'ordonnancement au niveau des finances, et ce n'est qu'à la 4e étape, le paiement à la Banque centrale. Mais pour qu'on vous paye à la Banque centrale, il y a ce qu'on appelle le plan de trésorerie. D'où vous voyez ce qu'on appelle le comité de conjoncture. Lorsque le ministre dit plan, tous les ministères sectoriels qui rentrent dans le cadre de mobilisation des recettes, ceux qui sont dans le portefeuille, ils disent que, écoutez, pour ce trimestre, la DGI, est-ce que nous pouvons mobiliser combien? La DGI dit, moi je peux mobiliser 100 $. La DGI dit, non, moi je peux mobiliser 50 $. L'autre régie, ok, on fait la sommation, dit, ok, notre capacité financière pour ces 3 mois, ça sera des 100 $. Autant, oui. Ok, maintenant on programme les dépenses de l'État sur base de la disponibilité de la trésorerie. Okay. C'est ce qu'on appelle le plan de trésorerie. Ce qui fait que si le gouvernement avait prévu au mois de décembre de construire une route à Malembankoulou, si les recettes de l'État ne correspondent pas, si l'appui budgétaire ne correspond pas, cette action-là ne va pas se réaliser. Parce que vous parlez de routes, monsieur le ministre d'État. Non, est-ce que vous comprenez l'esprit? Oui, c'est important parce que la population, elle est très... Non, s'il vous plaît. La population est très exigeante.
Moi, je suis un peu comme vous, les réseaux sociaux. Oui. Le gouvernement, c'est l'absolu Cambo. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a une obligation. Celui qui réclame les routes là, est-ce qu'il a payé ses impôts? Et même s'il a payé ses impôts, est-ce que cet impôt-là qu'il avait déclaré et payé? Parce qu'on est dans un système auto-liquidatif. Oui. C'est vous qui déterminez la hauteur des impôts à payer, quitte à ce que l'administration fiscale puisse faire un contrôle a posteriori. Mais est-ce que cet argent est vraiment arrivé à la Banque centrale? D'où les efforts que vous voyez au niveau de l'IGF, avec la lutte contre l'anticorruption et la bonne gouvernance. C'est de ça que je voulais parler. Voilà, c'est pour veiller que le paix là qui entre là, si on s'attendait à avoir $100 et qu'on n'a que $10, mais s'il vous plaît, que ces $10 soient dépensés conformément à l'affectation, et même quand ça sort, il faut qu'il y ait des justificatifs. Quand ça sort, il faut que ça, si c'était pour construire un pont à Kwango, mais il faut que ce pont-là soit construit. Il faut pas la redevabilité. Il ne faut pas que l'argent qui était prévu pour les ponts, que cet argent n'arrive pas, parce que quelqu'un a disparu avec ça dans la nature. Et quand on commence à mettre la rigueur, on dit c'est un règlement de compte. Non, ce n'est pas le règlement de compte. L'argent de l'État, oui. Nous visons l'intérêt général. Il faut l'utiliser à bon escient, parce que l'attente est énorme. Et moi, je comprends. Mais dans cette affaire, la population aussi a sa part des choses, d'où la culture de payer ses impôts. Voilà. Ouais, je venais de faire allusion à l'inspecteur général des finances, l'IGF, Jules Alingueté. Il y a eu des conclusions d'une mission d'enquête qu'il a menée. Il y a eu la signature du 5e avenant. Aujourd'hui, c'est le fruit même des rocades que vous avez visitées. Aujourd'hui, le gouvernement, votre gouvernement, qui est piloté et coordonné par Madame Judith Soumino Atuluka, une dame très expérimentée que je salue en passant, si elle est en train de nous suivre, Madame Judith Soumino Atuluka, Première ministre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de routes. Votre gouvernement a prévu 12 000 km de routes. Alors ici, j'aimerais saluer le travail d'un homme, d'un Congolais qui travaille avec beaucoup de passion pour la République, l'IGF. Comment vous trouvez aujourd'hui? Il y a les rocades, il y a la route Kananga-Kalamba-Mbouji, il y a la route Mbujima-Ingouba. Nous sommes déjà à peu près dans les 2000 km, si je ne me trompe, plus de 2000 km même, je dirais, de routes qui ont été lancées. En ce moment où nous parlons, en ce moment où nous enregistrons cette émission, Monsieur le ministre d'État, il y a des travaux qui se réalisent concomitamment partout. Par rapport à cet aspect des choses, par rapport au travail qu'Alingueté a fait, quelle est votre lecture que vous faites sur ces travaux, sur le travail qui a été fait par l'IGF? Bon, écoutez, il n'y a pas que moi. Hein. Vous savez, oui. D'abord, l'inspection générale des finances est un service rattaché à l'institution président de la République. Oui. Le chef lui-même est revenu là-dessus pour saluer les efforts qui se font dans cette cellule de lutte contre la corruption. Il n'y a pas que l'IGF, nous avons aussi le CNRF, oui. Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, dans le cadre du blanchiment des capitaux et qui va nous aider dans les jours à venir. Vous savez, le Congo est encore dans la liste grise de l'OCDE qui nous empêche à pouvoir faire des transactions sur le plan international, à capter d'autres ressources additionnelles, au-delà des impôts et des taxes et ainsi de suite. Donc nous saluons ce qui est fait par cette institution rattachée à la présidence de la République. Mais je sais que c'est un effort qui est collectif. Oui, exactement. C'est un effort qui est collectif. Qui mérite aussi votre appui. Oui, et puis ça se fait sous le regard très surveillant de son Excellence le chef de l'État. Parce que ce que nous on exécute, c'est ce que lui nous demande de faire. Tout le monde, y compris l'IGF. Et donc, je crois que le flair, on le jette d'abord au chef de l'État. Au chef de l'État qui a voulu que ses collaborateurs puissent répondre devant la justice. Et si vous êtes innocent, eh bien, vous serez acquitté, comme ça a été le cas pour certains. Et donc, cet effort, moi je crois que le flair, il faut le jeter d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a donné le ton de la lutte contre la corruption, qui a donné le ton de la question de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, ça se matérialise par des suppléments en termes de crédit disponible, qui fait à ce que 7 milliards de ça dollars. Permet au pays, certains projets qu'on ne pouvait pas financer dans le cadre du budget de l'État, ben, ces suppléments, ça permet de couvrir pas mal de projets dans le pays, et spécialement dans ce qui concerne les infrastructures. Monsieur le ministre d'État, comment se passe la collaboration entre votre ministère et tous les autres ministères sectoriels avec qui vous travaillez? J'ai vu dernièrement, vous avez
inspecté les rocades, vous étiez ensemble avec l'infrastructure, urbanisme et habitat. La collaboration entre vous, ça se passe comment? Alors, il faut retenir que le gouvernement fonctionne sur base de principes. Il y a d'abord l'unicité de l'action gouvernementale, la solidarité gouvernementale, ce qui fait que ce que l'un fait dans son secteur, ça va bénéficier à l'équipe. Nous sommes une équipe, c'est un peu l'équipe de football. Oui. Quand un joueur marque, eh bien la joie c'est pour toute l'équipe. Quand on va remettre les trophées, on ne va pas dire non, on isole uniquement les gens qui ont marqué, non. C'est toute l'équipe qui va porter les médailles. Si vous avez gagné, vous avez les médailles en or. Si vous avez la deuxième place, eh bien les médailles en argent. La coupe, tout le monde touche ça. Vous constatez même quand... Il prend une photo avec... Même si c'est le capitaine qui soulève, en premier, après tout le monde va aller chercher... prendre sa photo. C'était un travail collectif. Voilà. Chacun qui a fait une passe, chacun qui a contribué. C'est ça d'abord l'esprit du gouvernement. Mais au-delà de ça, l'ordonnance portant attribution des ministères nous attribue en dehors des attributions communes, il y a des attributions spécifiques. Parce que vous savez, en droit administratif, la compétence est d'attribution en vertu du principe de la spécialité. Et donc, dans l'ordonnance, vous allez trouver des attributions. On dit, aménagement du territoire s'occupe de 1, 2, 3, 4. Et nous occupons des affectations, des occupations. C'est nous qui distribuons et nous définissons le rôle de chacun, de l'utilisation des espaces physiques de notre pays. Aujourd'hui, si mon collègue, le ministre des Infrastructures, dans son programme, par rapport à son secteur, s'il veut faire la route, il va s'en tenir au plan d'aménagement du territoire. Et quand lui construit, moi je viens pour aménager, parce que ce n'est pas son rôle de créer des espaces pour viabiliser cette route-là. Parce que la route, on ne la construit pas, on la laisse. Oui. Il faut la faire vivre. On la fait vivre à travers des activités qu'on crée tout au long de cette route-là. Et ça, c'est moi qui détermine qu'ici, on suppose qu'à 100 km, un véhicule peut avoir besoin de se réapprovisionner en carburant. Oui. Alors, il faut créer une station d'essence. Oui. Cette station aura tel design. Bon, peut-être qu'il peut, s'il a fait 700 km, c'est quand même le corps humain, il peut avoir la fatigue, il peut avoir l'envie de dormir. Oui. Alors, jusque-là, il faut créer une auberge. Voilà. Il faut créer des hôtels. Il peut avoir faim, il a envie de manger, il faut créer des restaurants. Ouais. Toutes ces activités, tout au long de la route, pour la viabiliser, c'est un peu comme aux États-Unis, on appelle Neverland, où les gens prennent les highways, ils partent des jours, mais ils dorment, je ne sais pas s'ils partent, peut-être ils quittent un état et un autre, ils dorment en cours de route. Ils ne quittent pas la route. En fait, sur la même route, oui, ils prennent le bretelle, juste parce qu'ils savent que le GPS, les coordonnées l'indiquent qu'il y a un hôtel à gauche. Voilà. Cette façon de penser-là, cette planification, ça c'est l'aménagement. Vous voyez comment l'aménagement vient se greffer avec les infrastructures. C'est la même chose, par exemple, avec le ministère des Transports. Aujourd'hui, nous avons un projet de la modernisation de l'aéroport de Ndjili, par exemple. Mais on ne peut pas aller moderniser cet aéroport sans tenir compte du plan d'aménagement du territoire. Si jamais mon collègue, le VPM, les transports, voudrait demain, en dehors de l'aéroport de Ndjili et de Ndolo que nous avons, construire un autre aéroport, ça peut arriver. Si Kinshasa, avec tous ces efforts qui se font dans le cadre de la bonne gouvernance, dans le cadre du climat des affaires, où les gens maintenant commencent déjà à arriver pour créer des emplois, mais peut-être que le trafic aérien dans Ndjili, ça va être petit. Petit, il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter. Maintenant, pour penser à construire d'autres aéroports, le ministère du Transport doit veiller au plan d'aménagement du territoire. Soit au SNAT, comme j'ai dit, les plans nationaux d'aménagement du territoire, ou les plans provinciaux d'aménagement, comme le cas de Sosac. Voilà comment l'aménagement vient se greffer au niveau du ministère des Transports. J'ai une question pour vous. Vous avez compris un peu la transversalité. J'ai très bien compris. Et comment l'aménagement, qui est un secteur transversal, à chaque fois, quand il s'agit d'utiliser l'espace physique, vous allez les trouver. Vous savez, dans l'agriculture aussi, l'aménagement est là-bas. Oui. Je viens de finaliser, je vous ai parlé du livrable. Oui, vous avez parlé de ça au début. Sur le capital forestier et le potentiel agricole. Oui. Comment vous allez comprendre que l'aménagement, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'agriculture? L'aménagement, c'est aussi dans l'environnement. Pluridisciplinaire. Là, on va aller dans la COP29 à Azerbaïdjan. Je serai avec ma collègue, la ministre d'État, ministre de l'Environnement. Voilà encore l'aménagement qui est un peu dans tous les autres secteurs. Parce que tout ce qui touche l'utilisation de l'espace physique du pays, les affectations et les utilisations, l'organisation des hommes et des activités, ça relève de la compétence de l'aménagement du territoire. Il y a un ami, monsieur le ministre d'État, depuis le Congo central, il m'a envoyé une question. Quand j'ai parlé avec, il m'a dit non, j'ai dit je vais faire une émission aujourd'hui avec le ministre d'État Guy Londo. Voici sa question, il s'appelle Michel Kayembe.
Existe-t-il un programme directeur, projet de programme pour l'aménagement du territoire en RDC? Si oui, que contient-il? Sinon, pourquoi ne pas réunir les experts et élaborer cela? Non, il faut dire, il faut les rassurer qu'il fallait d'abord faire des études. Oui. Pour avoir ce qu'ils demandent, c'est ce qu'on appelle les SNAT. Dans les jargons, c'est les schémas national d'aménagement. Ce que lui il appelle plan directeur. C'est les SNAT. Mais pour l'élaborer, il fallait qu'on ait les deux études. L'étude capital forestier et potentiel agricole. Ça nous a pris 2 ans. Maintenant qu'on en a ça, dis-lui que dans les jours à venir, on est en train de finaliser pour qu'on ait maintenant ce master plan qui va couvrir tout le pays. Et pour ce qu'il est au Congo central, il faut lui informer que dans le cadre de l'aménagement du territoire, nous avons un cas aussi concret, en dehors des rocades. Il y a un autre projet concret avec l'AFD, l'Agence française de développement, pour la construction de la toute première ville durable en RDC qui va se passer à Boma. C'est un financement de 50 millions de dollars en réseau de 40 millions en déjà disponible? Déjà disponible et validé. Je ne suis pas en train de vous parler de promesses. Je vous parle de choses que le chef de l'État, à travers le gouvernement, est en train d'implémenter. Voilà. Donc on va voir, qui dit ville durable, c'est la ville qui utilise les énergies renouvelables. Il y a des activités qui tiennent compte des générations futures. Hein? On ne peut pas avoir Boma. Ceux qui vivent à Boma aujourd'hui doivent penser à ce qui vont venir après nous. Voilà. Et donc, il y a des activités qui sont prévues pour les mamans, pour les jeunes, booster l'entrepreneuriat. Il y a des activités en termes culturels, créer des centres. Vous savez, Boma, c'est notre ancienne capitale. Et donc, on va, sur le plan historique, sur le plan culturel, Boma va être boosté comme la toute première ville durable. Vous avez vu, par exemple, Paris aujourd'hui, dans le périph', on vous dit qu'il ne faut pas rouler à plus de 50 km à l'heure. On migre maintenant vers des véhicules électriques. Les hybrides. Les hybrides. Pour ne pas utiliser des carburants. Quand la consommation de carburant, ça pollue l'environnement. Et donc, on va avoir dans les jours à venir, grâce au chef de l'État, la toute première ville durable. Tout est finalisé. Là, on est en train de mettre en place l'ICP, l'unité de coordination du projet. On a lancé un avis de recrutement pour trouver les coordonnateurs du projet. Mais le financement, tout a été validé avec l'AFD. La notification vient de tomber en tout cas. C'est parmi des choses que je vais présenter dans les jours à venir en Conseil des ministres pour annoncer enfin cette très très bonne nouvelle pour le pays. La toute première ville durable de la RDC qui va être à Boma, ça va tomber là dans les jours à venir. Merci beaucoup, M. Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire. En 2 minutes, si quelqu'un nous prenait en cours maintenant, qu'est-ce qui peut retenir de votre passage ici? Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui à qui les Congolais ont renouvelé, en tout cas, leur confiance, avec près de 13 millions de voix exprimées en sa faveur. Lorsqu'il a prêté son serment, le 20 janvier, il a dit des choses à la population au regard de ce qu'il avait entendu. Ces choses, il les a déclinées en 6 grandes priorités. Et son gouvernement qu'il a mis en place, qui dirige la première femme, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Maman Judith Suminwa Tuluka, a reproduit ses priorités en termes d'un programme. Tout ce que moi je fais ici, dans ce bureau, sur cette table, c'est conforme aux priorités, à la vision et au programme du gouvernement qu'on appelle le PAG 2024-2028. Et j'appartiens au pilier numéro 3 qu'on appelle l'aménagement du territoire en vue d'une connectivité maximale. Nous travaillons, il est vrai. Nous sommes à la tête de ce ministère depuis le mois d'avril 2021. Nous avons trouvé ce ministère qui était en pleine réforme. Nous avons mis en place beaucoup de choses qui n'existaient pas, conformément à la vision et aux instructions du chef de l'État. Les cadres légaux qui n'existaient pas, il y a la loi qui va être promulguée très bientôt, à part les décrets de 1957, donc 67 ans après, enfin on va avoir un cadre légal qui va permettre à ce que les gens utilisent de manière cohérente notre espace physique, ce qui n'est pas le cas. Actuellement, nous assistons à des occupations anarchiques, nous assistons à des occupations qui détruisent l'environnement. Conséquence, les villes s'inondent, quand il pleut, il fait plus beau, parce qu'on construit sur les égouts, on construit sur les espaces non édificants, dans la violation flagrante des normes liées à l'aménagement du territoire, ce qui ne sera plus le cas demain. Et d'autres outils de planification, grâce à la vision éclairée de son Excellence, M. le Président de la République, nous avons doté le pays, mais il est vrai que les réformes structurelles, ça prend du temps. Il faut des études. J'ai parlé tout à l'heure, il y a des choses qui requièrent des études qui n'en avaient pas. Là, on a presque tout finalisé, on est à 70% des choses qu'on devait faire dans le cadre de ce secteur de l'aménagement du territoire.
Il y a des projets qui vont commencer. J'ai parlé de la ville durable de Boma, qui va être un exemple concret de l'aménagement. J'ai parlé du projet de l'aménagement tout au long des rocades. J'ai parlé de la problématique de doter les provinces des PPA, des plans provinciaux d'aménagement du territoire, pour que les provinces et les ETD, à savoir les villes, les communes, puissent aussi disposer des plans locaux d'aménagement du territoire. La mise en pratique de ces outils de planification dans le vécu quotidien de la population, c'est alors qu'ils vont comprendre l'essence de l'aménagement du territoire. Qui continuent à faire en tout cas confiance à leur gouvernement qui vient de présenter son premier budget. Le programme a été validé, approuvé par l'Assemblée le 12 juin de l'année en cours. Là, l'outil financier qui est le budget vient d'être déposé et adopté. Ça a été envoyé au niveau de l'ECOFIN pour des amendements et des inputs éventuellement. Donc nous attendons cet instrument financier pour permettre à ce que ce qui était comme politique publique, y compris dans l'aménagement. Il y a des activités que j'ai prévues dans mon secteur. J'ai chiffré ça avec des timings, avec un calendrier d'exécution, mais qui va demander des moyens financiers. Ces moyens, le gouvernement ne peut pas de lui-même les mobiliser et se permettre à les dépenser. Il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat, vous savez, notre Parlement, il est bicaméral, puissent les autoriser. Donc nous attendons la finalisation de l'étude qui est en cours et la promulgation de cette loi de finances 2025 qui va nous permettre à ce que, au-delà du fait qu'il y a eu les correctifs budgétaires, sur base desquels nous fonctionnons encore, nous travaillons d'arrache-pied conformément à la vision du chef de l'État. En ce qui nous concerne comme l'aménagement, nous sommes à pied d'œuvre, les réformes sont complètement finalisées. Là, on va passer maintenant à la réalisation concrète pour que les gens comprennent c'est quoi l'aménagement. Oui. Notre Premier ministre s'est livré à cet exercice d'échange, de communication. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une langue nationale, soyez une langue nationale. Il faut que parce que il faut ni expliquer pour la population. Okay. Quand j'ai l'occasion comme ça, laissez-moi m'exprimer en toutes les langues parce que les gens pour qui je travaille, qui est la population, parce que moi je suis un employé de la population congolaise. Permettez-moi que quand j'ai des occasions, que je m'exprime même dans toutes les langues du monde. Du moins des langues de leur compréhension. Jo hapa mimi nasema batata bamama tuko natumika. Tuko nafanya kazi ile mkubwa Félix Antoine Tshisekedi atupatia na mama premier ministre ya aménagement ya territoire. Depuis que tuko hapa kui ministère depuis avril 2021 tunafanya ya mingi. Mambo ya mareforme, buku nasema unasema mareforme shit tuona tayi mareforme. Tuko na makatastrophe naturelle hapa, tuko na mainondation. Sasa ile aménagement iko wapi? Iko na kuya, iko munjia, tuko na chunga loi, tuko na chunga ma instruments yote iko en place. Mais butafurahi parce que le gouvernement iko natumika nguvu sana juu ya amélioration ya ma condition ya peuple congolais. Acha Mungu akwe nambo akubariki, tutaonana parce que on nous a instruit ya kufanya ma descente ma terrain, tutakui. Mafashi yote ma province d'autres ongea tuko expliquer parce que beaucoup na droit ya kuyua binye tuko nafanya. C'est pas pour rien que chaque vendredi mon collègue le ministre de la Communication vous explique ce que le gouvernement fait. C'est un devoir de redevabilité et nous sommes prêts à nous livrer. Merci à vous, chers compatriotes, chers amis, pour cette opportunité que vous m'avez offerte de communiquer avec la population. Je prendrais ça comme un premier rendez-vous. Il faut qu'on multiplie, surtout que vous, en tout cas dans votre thématique de l'émission des infrastructures, ça dans notre secteur, il est notre devoir de passer de temps en temps, ou laissez-moi vous-même, parce que des fois vous occupez vous-même les plateaux de temps en temps. C'est bien d'appeler les gens qui sont sur le terrain, qui ont pour vocation de faire ce travail, de venir expliquer ce qui s'est fait et que la population sache quel va être l'air de venir dans les jours à venir parce que c'est notre souhait comme gouvernement, conformément aux instructions de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Voilà. Merci beaucoup, Maître Guy Luando Mboyo. À vous également, chers téléspectateurs, nous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Nous avons reçu pour vous Maître Guy Luando Mboyo, il est le ministre d'État et ministre de l'Aménagement du territoire. Vous avez suivi, nous avons parlé des réformes, nous avons parlé des stratégies mises en place pour l'amélioration de conditions de vie des populations en RDC. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au revoir.